Stéphanie, Bonjour Leïla. merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de votre parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes. Et donc, pour commencer cette interview, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu d'où est-ce que vous venez, de vos origines, de vos racines? Oui, alors je m'appelle Stéphanie Touche, j'ai 50 ans cette année, Mhm. voilà, et je suis issue d'une famille française avec trois sœurs. On est quatre filles de deux mariages différents. Mhm. Et puis voilà, je suis native d'Évian-les-Bains, en Haute-Savoie, Mhm. Ok, savoyarde. savoyarde. Ok, super. Et quels étaient, si on remonte un petit peu le fil de votre parcours, quels étaient vos rêves de métier enfant, si vous en aviez? Alors, j'ai mis beaucoup de temps à savoir ce que je voulais faire parce que j'étais pas très bonne à l'école. Et puis, au fil de mes formations, j'ai découvert sur un BEP sanitaire et social que j'aimais le contact avec l'autre et j'aimais aussi par-dessus tout la structure hospitalière. Je ne sais pas Hmm. pourquoi c'était l'hôpital qui m'attirait dans quelque chose de plutôt rassurant pour moi en termes de structure. Et comme j'étais pas très bonne à l'école, je me suis dit, bah, je ferai du ménage, c'est pas grave. Et puis, au fil de la formation, j'ai découvert des activités, notamment de puériculture, où on s'occupait de poupons, de bébés, où on a fait aussi des stages en maternité, en maison de retraite. J'ai Mhm. aussi beaucoup travaillé avec les personnes âgées. Et du coup, ça m'a tellement plu que je me suis mis à travailler, on va dire, à l'école, parce que j'étais dans des matières qui me plaisaient. Mhm. Et du coup, j'ai pu passer mon bac et ensuite, c'est là que j'ai décidé de faire l'école d'infirmière. Oh, wow. Ok. Pendant combien de temps? L'école d'infirmière, Oui. 3 ans et demi. Ah oui. 3 ans et demi d'école après le bac. Et puis, ensuite, j'ai travaillé. Euh, et puis, moi qui n'aimais pas les études, eh bien, je me suis spécialisée ensuite en gériatrie. Et puis, bah, voilà, de multiples formations sur l'humain et puis aussi sur les soins palliatifs. On va y revenir. Mm. Vous disiez donc la gériatrie, qu'est-ce que c'est que la gériatrie pour ceux qui ne savent pas? La gériatrie, c'est tout ce qui touche à la personne âgée. Hmm, d'accord. Donc Voilà. dès que vous avez votre diplôme, vous êtes particulièrement allé vers ce service-là, donc le Oui. service des personnes âgées. En quoi est-ce que consistait votre quotidien? Alors le quotidien, eh bien, c'était de prendre soin des personnes qui étaient hospitalisées. Donc j'ai travaillé avec des personnes âgées, des personnes aussi beaucoup en neurologie, des personnes qui étaient dans le coma, des personnes qui avaient des handicaps Hmm, moteurs notamment. hmm, Voilà. Et puis, beaucoup travaillé aussi en soins palliatifs. Donc, ça veut dire que on accompagne les soins dans le quotidien pour les soins basiques de hmm, nursing, faire leur toilette, leur donner à manger, et puis les traitements aussi pour qu'ils puissent être soignés. Donc là, voilà, ça c'était sous ordre médical, c'est-à-dire les médicaments, les injections, voilà, une prise en soin hospitalière de la personne parce que j'ai beaucoup travaillé en structure. hmm, Donc, c'est des personnes qui avaient besoin d'être accompagnées sur un moment de leur vie ou jusqu'au bout de leur vie. ok. Et donc la gériatrie, ça a représenté combien d'années dans votre carrière? La gériatrie, ça a été bien 15 ans, Ah, 15 ans de ma carrière sur une vingtaine d'années en tant en tant qu'infirmière. qu'infirmière. Ok, donc vous disiez donc la gériatrie, c'est l'accompagnement plutôt des personnes âgées. Et ensuite, vous êtes allé jusqu'aux soins palliatifs. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que sont que les soins palliatifs? Oui, les soins palliatifs, c'est comment on peut accompagner euh, la personne lorsqu'elle a une maladie qui va peut-être l'amener jusqu'au bout de sa vie. C'est comment on peut l'accompagner pour que elle ait plutôt une vie de qualité. Voilà, les soins palliatifs ne visent pas de rallonger les années, mais plutôt d'amener de la qualité aux années qui Hmm. restent à vivre. Donc, ça a été des années formidables parce que on a une approche de l'autre qui est
plutôt, je dirais, avec le cœur, c'est-à-dire que on va vers la personne et on voit avec elle comment elle est, qu'est-ce qu'elle Mm. a à évoquer, qu'est-ce qu'elle a à exprimer, que ce soit des douleurs, que ce soit des souffrances, que ce soit des émotions, que ce soit peut-être des regrets. Eh bien, c'est comment on peut être à l'écoute de qui elle est et puis juste d'être là et puis peut-être de l'aider aussi à réaliser des projets. Voilà, des projets. Par exemple, il y a eu des personnes qui ont souhaité se marier alors qu'elles étaient dans leur lit d'hôpital et elles ont voulu concrétiser ça, voilà, avant de quitter ce monde physique. Et Mm. puis, et puis dans ma fonction, j'ai aussi développé au sein de l'hôpital des massages, massages corporels, et puis également de la méditation aussi. Mm. J'ai accompagné ces personnes en fin de vie à vraiment amener de la paix dans leur cœur et dans leur vie. Mm. On peut, voilà, de rejoindre la personne là où elle en est et puis de faire un bout de chemin avec elle. Bien sûr. Wow. C'était particulièrement des personnes âgées où il y avait de tout. Il y avait aussi des jeunes, peut-être Pour les atteints soins d'une palliatifs, il y maladie. avait aussi des jeunes. Ah, Il y avait wow. aussi des jeunes, oui. Ok. C'est de quel âge à quel âge par rapport à vos souvenirs? Alors, les personnes étaient majeures, hein, donc j'ai vu des gens de 19, 20 ans décédés jusqu'à des personnes voilà, très, très âgées. Hmm. Ok. Ouais, donc c'est vraiment, et c'était vraiment des personnes voilà, très jeunes qui n'ont pas encore une longue vie, ou peu importe, mais en tout cas, vous avez eu ouais, en face de vous des personnes de tout âge. Et Oui. comment les accompagner dans ces moments-là, et comment vous gériez justement cette partie-là, vous, au niveau émotionnel, quand vous savez que vous êtes peut-être en train d'accompagner une personne, si c'est la dernière fois, ces derniers jours, et qu'elle a 19 ans, et qu'elle n'a pas vraiment vécu, comment vous le vivez? Alors, je pense qu'on ne peut pas accompagner des personnes en fin de vie, quel que soit leur âge, si on n'a pas soi-même euh, travaillé sur soi, Hmm. déjà, se poser la question de c'est quoi mon rapport à la mort, c'est Hmm. quoi mon rapport à la maladie, c'est quoi mon rapport à la souffrance. Voilà. Parce que si on se met dans une position où on trouve que être malade, c'est injuste, que de mourir à 20 ans, c'est injuste, eh bien, on va transpirer ça lorsqu'on va être auprès de la personne. Donc, il faut, euh, il faut constamment se questionner de où est-ce que j'en suis moi. Et puis peut-être la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que je suis là, moi, aujourd'hui, dans un service comme ça? Hmm. Parce que je pense qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive pas par hasard. Hmm. Et c'est toujours de se questionner sur le parcours des personnes et du coup de son propre parcours. Hmm. Et puis de sentir, c'est important de se connaître parce qu'il faut sentir quand c'est trop pour soi. Hmm. Parce que les personnes qui sont sur leur lit, qu'il lui reste quelques jours ou quelques semaines à vivre, Hmm. eh ben, on peut pas, ils lisent à travers nous. Donc, si on n'est pas sincère, si on n'est pas le cœur ouvert, voilà, euh, Ils le et sentent. ils vont pas prendre ce qu'on a, ils vont pas prendre notre écoute Hmm. si elle n'est pas totalement juste et si elle n'est pas totalement congruente avec elle. Hmm. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé justement à ces soins palliatifs, vous qui avez démarré, voilà, vous aviez quand même démarré en gériatrie. Qu'est-ce qui fait que vous êtes allé vers ces soins palliatifs et qu'est-ce qui faisait que ça faisait sens pour vous au quotidien? Alors, pour la petite anecdote, mon premier poste a été un poste en soins palliatifs. Hmm. Et 2 mois après, j'ai eu un accident de voiture. Euh, et du coup, voilà, j'ai dû changer d'établissement. Et là, je me suis retrouvée après en gériatrie. Et avec le recul, je me dis que j'avais déjà cette attirance-là, Hmm. mais c'était probablement pas le moment encore. Hmm. Voilà. Mais en tout cas, oui, j'ai commencé par les soins palliatifs, même si ça a été de courte durée.
Alors, qu'est-ce qui fait que je suis arrivée là? Je pense que j'ai eu un contact avec la mort très jeune. À 10 ans, j'ai perdu mon père Hmm. euh, d'un suicide. Hmm. Et ça a été fracassant à l'intérieur. Hmm. Et en même temps, il y avait toutes les questions autour de la mort qui étaient là. Et puis une partie de moi qui ne pouvait pas lui en vouloir. Hmm. Donc déjà ça questionne beaucoup, voilà, sur Mhm. la question de la vie, sur la question de la mort. Mhm. Et puis, j'avais également une maman qui, dans son éducation, nous Mhm. a toujours parlé et très librement de la vie après la mort. Et elle Hmm. avait sur sa table de nuit beaucoup de livres qui concernaient la vie après la mort ou la vie Hmm. après la vie. Et dès l'adolescence, ce sont des livres que j'ai avalés les uns après les autres, tellement j'étais à l'aise et tellement j'étais Hmm. avide de savoir ce qui se passait au-delà du monde physique et au-delà de la matière. Hmm. Waouh. Donc vous aviez déjà été, vous étiez en contact, mine de rien, avec cette étape de la vie, si je puis dire, très jeune. Et vous êtes travaillé pendant combien de temps dans les soins palliatifs? Je dirais que j'ai fait 5 ou 6 ans. Ah ouais, Je quand suis même. passée euh, par un temps en soins palliatifs purs dans un service de soins palliatifs et je suis passée également dans une équipe mobile antalgie et soins palliatifs, où là, j'étais pas affiliée à un service, mais on allait consulter en fonction des besoins les personnes qui étaient notamment en soins palliatifs. Voilà. Hmm. Et c'est là où j'ai beaucoup pratiqué des séances de méditation avec Hmm. les personnes, et puis des massages, des accompagnements et de l'écoute. Qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a une situation qui vous a particulièrement marqué quand vous étiez justement dans ce service? Un accompagnement, une personne, ou bien même des choses que vous voyez à chaque fois, des regrets peut-être qui se répètent ou qui sont assez communs entre les personnes? J'ai pas vraiment de situation qui Hmm. m'ait marquée. Hmm. Et puis au niveau des personnes, eh bien, je dirais que on dit parfois qu'on meurt comme on a vécu. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que les gens qui sont dans la colère, les gens Hmm. qui sont dans les peurs, eh bien, on voit que au moment de la mort, il y a quand même ça aussi qui est là et qui remplit l'air ambiant de la pièce. Hmm. Voilà. Et puis j'ai vu des personnes qui, au contraire, étaient euh, sereins à l'intérieur, Hmm. des personnes qui disaient le mieux possible, avoir réglé des affaires, et s'être déjà, avoir déjà pris du temps pour comprendre qui ils sont, travailler sur eux-mêmes. Et du coup, ça venait quand même apaiser des choses. Et Hmm. la mort arrivait un petit peu comme la fin d'un cycle. Hmm. Voilà, donc ça, c'était vraiment très formateur de pouvoir voir à quel point quand on est en paix avec soi-même, eh bien, c'est peut-être un peu plus facile de partir. Après, ça dépend les âges, bien sûr, hein. Quelqu'un, voilà, une maman qui laisse ses enfants, bah, c'est difficile. Hmm. C'est difficile. Mhm. Waouh. Et à quel moment est-ce que vous avez réfléchi à changer de voie? Qu'est-ce qui s'est passé puisque aujourd'hui vous ne travaillez plus dans les soins palliatifs? Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un événement? Est-ce que vous avez eu envie de voir les choses différemment, d'accompagner les gens différemment? Alors, dès le début où j'ai été infirmière, Mhm. je crois depuis l'âge de mes 18 ans, depuis que j'ai la majorité, je me suis toujours formée en parallèle à de la médecine parallèle. Mhm. Voilà, ça a commencé par du magnétisme et puis ça a été après par de multiples petites formations en énergétique, avec une grande formation de 4 ans en plus de mon travail d'infirmière en thérapie psychocorporelle. D'accord. Et
je pratiquais un peu à la maison et puis pour les amis, pour la famille. Et je disais toujours, ça sera pour quand je serai à la retraite. Et puis, voilà, on va dire que la vie en a décidé autrement. Après les soins palliatifs, j'ai obtenu un poste de cadre infirmier, où là, Mhm. j'ai dû reprendre du temps complet. Je passais voilà, avec un peu de temps à la maison pour faire ce que j'aimais. Et puis là, non, il fallait être, voilà, c'était 50, 60 heures par semaine au travail. Et puis, voilà, on va dire que est arrivé un moment donné où mon corps n'a plus suivi. Mhm. Et il y a un matin où j'ai pas pu me lever, j'ai pas pu aller travailler. Et là, j'étais en début de burn-out. Mhm. Donc le médecin voulait m'arrêter, Mhm. je ne voulais pas. Et puis pour finir, il m'a dit si je ne t'arrête pas là pendant un mois, tu reviens dans 6 mois et là, ça sera 2 ans d'arrêt que tu auras. Donc je me suis dit, bon, ok, là, il faut quand même que je prenne soin de moi Mhm. plus que des autres. Mhm. Voilà. Donc j'ai eu un premier mois d'arrêt où j'ai eu besoin de me reconstruire physiquement, voilà, Mhm. vraiment me reposer. Et puis ensuite, le médecin m'a mis un deuxième mois d'arrêt Mhm. où là, j'ai vraiment senti que c'était plutôt le psychologique qu'il fallait réparer. Mhm. Voilà, reprendre des forces. J'ai beaucoup médité, j'ai fait beaucoup justement de soins en médecine parallèle pour prendre soin de moi. Oui. Et puis, au bout des 2 mois, quand je suis retournée voir le médecin, il m'a demandé si j'étais prête à retourner au travail. Et là, c'est moi qui lui ai dit non, j'ai besoin d'un mois encore. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu feras de ce mois supplémentaire? Et je lui ai dit, j'ai besoin de ce mois pour prendre une décision. Est-ce que je continue à travailler comme je le fais aujourd'hui? Je reste dans ce poste, mais il faut que je revoie ma façon de travailler. Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'arrête pour moi et il est temps pour moi de passer à autre chose? Mhm. Donc là, j'ai vraiment senti qu'il y avait déjà quelque chose qui se posait, Mhm. qui n'était pas prévu, qui n'était pas prémédité, mais qui commençait à s'imposer à moi de manière un Mhm. peu naturelle. Et pendant ce mois, il y a vraiment quelque chose qui était très très présent et qui était l'hôpital, cette structure rassurante que j'avais tant aimée toutes ces années. Eh bien, aujourd'hui, je la supportais plus. C'était trop. Je n'avais plus, on va dire, cette liberté d'agir comme je le souhaitais Mhm. dans la prise en soin des personnes dont on s'occupait à l'hôpital. Mhm. Voilà. Donc j'ai repris le travail et j'ai informé ma chef que j'allais quitter ce poste dès que j'aurais un poste qui me conviendrait mieux ailleurs, quoi. Mhm. Et donc la transition s'est faite dans les mois qui ont suivi, voilà, où j'ai eu un poste d'enseignement pour les aides-soignantes. Je savais que ça, c'était pas euh, ce poste-là que je souhaitais, mais c'est celui qui allait faire en tout cas la transition Mhm. vers quelque chose d'autre que Mhm. j'avais d'abord projeté à la retraite et qui allait arriver bien plus vite que prévu. Mhm. Et, euh, et très rapidement, en fait, j'ai monté mon entreprise en thérapie psychocorporelle, soins énergétiques et massage. Mhm. Et puis, j'ai cumulé ces deux activités pendant 4 ou 5 ans à peu près. Voilà. Et puis aujourd'hui, eh bien, ça fait 4 ans que je ne fais plus que ça. Voilà. Donc Mhm. la transition s'est faite naturellement, je dirais. Mhm. Et aujourd'hui, vous vous qualifiez aussi d'exorciste. Qu'est-ce que Oui. ça signifie pour vous? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, donc vous disiez 4 ans où vous faites de l'accompagnement, euh, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous vous qualifiez en tant qu'exorciste? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 4 ans et aujourd'hui? Alors, j'ai ouvert mon entreprise en 2018. Donc, ça fait 7 ans que j'ai cette entreprise. Et quand D'accord. j'ai débuté, c'était des soins où j'avais envie de donner de l'amour et donner de la lumière aux autres. Mhm. Voilà. Puis mes différentes formations me permettaient d'arriver à ça. Et en parallèle, j'ai toujours travaillé sur moi. Et à chaque fois qu'il m'arrivait des expériences douloureuses dans la vie, j'ai toujours souhaité aller creuser. D'où Mhm. ça vient, pourquoi, Mhm. comment. Voilà. Donc naturellement, j'ai été amenée vers
euh, cette notion d'âme dans toute sa grandeur, Mm. avec, avec qui je suis aujourd'hui, dans ce corps physique-là qui m'habite en tant que Stéphanie, mais qui j'ai été quand je n'étais pas Stéphanie et que j'étais dans une autre vie. Mm. Là, je me suis formée, je suis allée voilà, à la rencontre de personnes pour pouvoir développer ce pan-là. Et j'ai commencé à découvrir euh, cette notion d'âme bien au-delà de qui on est aujourd'hui et de ce qu'on vit ici. C'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup aidé à accepter que un enfant puisse décéder et pas forcément quelqu'un de 80 ans, parce que si on regarde les choses dans leur globalité, eh bien peut-être que ça a du sens. Hmm. J'ai Dans le beaucoup, sens où, pardon, hein, juste pour préciser, dans le sens où vous croyez aux vies antérieures, donc comme quoi l'âme aurait vécu plusieurs fois et elle s'incarne, elle se réincarne. C'est ça? oui, exactement, oui. Pour moi, on n'a pas une vie qui commence à la naissance et qui s'arrête à la mort. Il faut regarder les choses de manière beaucoup plus large. Et je pense que quand on arrive sur Terre, quand l'âme s'incarne déjà dans le ventre de la maman qu'elle a choisie et la maman qui était d'accord de l'accueillir, eh bien, Hmm. cette petite âme, elle vient avec un bagage qui est son bagage d'âme. C'est-à-dire Hmm. qu'elle vient avec toutes les mémoires de ce qu'elle a déjà vécu dans de multiples vies. Hmm. Et comme une sorte de continuité, si on peut le dire Hmm. comme ça, avec, bah voilà, avec de nouveaux contrats passés avec des âmes. Et, euh, et du coup, c'est ce qui fait que deux âmes n'auront jamais la même vie, même si elles sont élevées de la même façon, même si elles font les mêmes choses dans la vie. Voilà, Hmm. c'est vraiment, c'est un autre bagage qui est là. Hmm. Ok. Euh, Et donc, je vais reprendre le fil. Et donc, vous disiez, ça fait 7 ans que vous accompagnez les personnes. Donc, au oui, départ, vous étiez plus sur de l'accompagnement. En parallèle, vous avez continué de travailler sur vous, d'aller creuser, d'aller peut-être même creuser sur ces vies antérieures pour pouvoir certainement libérer des choses. mm, Comment est-ce que de fil en aiguille, vous êtes arrivé à ce rôle, on va dire, d'exorciste? mm, Qu'est-ce que mm, c'est que pour vous un exorciste? Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui, voilà, certainement qui se disent un exorciste, souvent c'est pour des gens qui sont dans des religions, c'est forcément un religieux, voilà, quelqu'un qui est dans une église ou dans une mosquée. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un exorciste pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Quel est son rôle? mm. Alors, ce que je dirais avant ça, c'est que lorsque j'ai travaillé sur moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être lumière, mais Mm. quand j'ai travaillé sur mes vies antérieures, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais pas toujours été lumière et que j'avais pu moi-même euh, euh, être en emprise sur d'autres personnes, vouloir être contrôlante, vouloir Mm. avoir le pouvoir. Et quand on travaille sur ces facettes de soi, eh bien, on arrive aussi à comprendre que une situation de vie peut nous amener à rejeter Dieu, mais Dieu dans toute sa globalité. On pourrait parler de la source, on pourrait parler de l'univers. Mm. Et donc, j'ai touché ces facettes de moi. Mais je suis quelqu'un qui a besoin de vivre l'expérience pour la comprendre. Et bah, j'ai été aidée par le ciel qui m'a fait aussi traverser toutes ces phases où j'ai été ombre pour pouvoir vraiment les comprendre. Et je pense qu'on peut vraiment s'occuper et travailler que à ce qu'on connaît. Et le fait d'avoir travaillé sur moi, d'avoir Mm. exploré tout ça, eh bien naturellement, la clientèle qui commençait à venir s'est modifiée, ou en tout cas, elle se confiait différemment. Et parfois, les gens se sont confiés sur des choses lourdes. Et je me suis aperçue que pendant les soins, eh bien, je traitais des choses beaucoup plus lourdes. Ça pouvait être des énergies négatives, on peut parler d'entités, d'âmes qui sont sous emprise d'autres âmes. Et je me suis questionnée, j'ai contacté des personnes qui étaient qualifiées dans le domaine pour Mm. pouvoir comprendre. Et j'ai toujours suivi tous les protocoles que j'avais appris. Et puis j'ai formé aussi en énergétique avec les protocoles que j'avais appris.
Et puis petit à petit, euh, en reliance avec mes guides, avec mes alliés, avec les êtres de lumière avec lesquels je travaille, on m'a demandé de créer mes propres enseignements en lien avec mes expériences. Donc là, en canalisation, on m'a fait construire différents outils, notamment des tissus de soins, qui sont des tissus euh, qui apportent de la sécurité, qui apportent des énergies réconfortantes. Et puis on m'a fait construire différents outils. Par exemple, notamment, je travaille avec, hop, ça c'est une dague de, euh, une dague de collection qui n'est pas tranchante, mais qui est travaillée pour devenir un atamé et pour venir trancher les énergies négatives. Wow. Voilà. Euh, Quand vous dites énergie négative, vous pensez à quoi? Parce qu'il y a des gens pour qui ça ne devrait pas forcément oui, dire des choses. énergie Est-ce que c'est négative, des on peut parler. traumatismes? Euh, est-ce que c'est un événement dans sa propre vie? Vous parliez Alors, d'entité. oui, on a plusieurs choses. Il faut savoir que tout est vivant. Les énergies sont vivantes. Donc déjà, ne serait-ce qu'une forme pensée, elle amène déjà quelque chose. C'est-à-dire que si j'ai une pensée lumineuse envers quelqu'un, eh bien, la personne va recevoir cette lumière à l'intérieur d'elle. Hmm. Si j'ai une pensée type jalousie, type envie, Hmm. en colère envers quelqu'un, si j'ai peur de quelqu'un, eh Hmm. bien, ça va transformer l'ambiance et ce que j'ai dans la tête va hop, aller Hmm. jusqu'à la personne à qui je pense, par exemple. Imaginons que je sois jaloux de mon voisin, eh bien, ça va se mettre en forme pensée, en forme, et ça va aller se déposer sur lui, Hmm. et ça va aller modifier ces molécules d'eau. Voilà, qui vont du coup se charger vibratoirement euh, d'énergie plutôt basse. Ça Hmm. peut être ça, donc ça peut être les formes pensées. Mais ça peut être aussi des choses qu'on a vécues dans l'enfance, par exemple. Si un enfant se fait gronder par un professeur et que l'enfant se sent humilié, Hmm. et qui se sent en insécurité, Hmm. eh bien, ça donne de l'espace aux énergies qui sont sur ce professeur de venir se déposer sur l'enfant. Si ça, c'est pas libéré, si c'est pas, on va dire, nettoyé, on peut le dire comme ça, eh bien, ça va rester sur l'enfant. Et puis, en fonction de ce que l'enfant va vivre, ça va se nourrir, ça va se développer. Et ensuite, ça peut prendre beaucoup de place au niveau des corps énergétiques de l'enfant qui va grandir et qui va devenir adulte. Hmm. Donc ça fait comme des miasmes, des formes, des énergies qui prennent en fait de la place dans l'aura, dans les différentes couches énergétiques, et ça peut aller jusqu'au corps physique selon si on n'a pas une vie, si on n'arrive pas à se réguler soi-même Hmm. par de l'ancrage, par aller promener dans les bois, par faire des choses qu'on aime, par rire, voilà. Eh Hmm. bien, ça reste sur soi. C'est un peu comme de la poussière qui vient et qui se cumule et qui se cumule et qui se cumule et qui finit par rentrer à l'intérieur de nous. Wow. Voilà. Et ça peut être surtout aussi, qu'est-ce qui fait que on, on- on accepte parfois malgré nous aussi ces formes pensées. Ça peut Hmm. être en lien avec ce qu'on a vécu dans des vies antérieures. Hmm. C'est-à-dire que les formes pensées ont une charge vibratoire qui vont se reconnaître avec la charge vibratoire que j'ai déjà à l'intérieur de moi et qui va Hmm. se rappeler à un souvenir de ma vie d'âme. Et Hmm. du coup, ça peut réactiver des plaies, ça peut réactiver des souvenirs, réactiver de la mémoire. Et donc, pour moi, c'est une occasion vraiment de les regarder, de les conscientiser et de les libérer. Ensuite, ce où j'ai été amenée petit à petit, c'est aussi vers cette notion d'emprise de l'âme. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a amenée à cette question de l'exorcisme. Dans ma vie personnelle, dans notre vie familiale, nous Hmm. avons subi, quand je dis nous, c'est mes sœurs, les quatre filles et ma maman, nous avons subi de l'emprise familiale.
Cette emprise familiale, elle a duré plusieurs années. C'est allé assez loin. Donc nous avons été marqués, nous avons été conditionnés en tant que filles, euh, conditionnés à ne pas être nous-mêmes, à être dans la peur, à être dans l'obligation de suivre, je dirais, des règles qui font qu'on n'était pas nous-mêmes. Mm. Nous avons grandi, nous avons fait notre vie, voilà. Mm. Euh, mais cette notion d'emprise, on se rend compte que la personne soit là ou pas, qu'elle soit à nos côtés ou qu'elle vive à des milliers de kilomètres, qu'elle soit à nos côtés ou qu'elle soit décédée, s'il y a emprise, eh bien, ça reste sur la Mm. personne si elle n'est pas libérée. Alors justement, qu'est-ce qui m'a fait arriver aujourd'hui à me positionner en tant qu'exorciste? Eh bien, il y a eu un événement très particulier qui a été il y a un an, le Mm. décès de ma maman. Un décès subi, euh, Mm. complètement inattendu, hein. Ma maman était on va dire, en pleine forme. Voilà, elle était en bonne forme physique. Mm. Voilà. Et rien ne laissait présager son départ. Elle est décédée d'une crise cardiaque. Euh, mais très, très rapidement, Mm. euh, mes sœurs et moi-même avons senti au niveau des énergies qu'il y avait des choses qui se passaient. Euh, des choses se sont rappelées à notre souvenir. La personne de qui on était à l'emprise, c'est comme si on sentait qu'elle était là. Ça a pu être aussi des images. Moi, je suis plutôt visuelle, donc j'ai facilement des images. Voilà. Et puis surtout, nous avons vécu toutes les quatre, et puis voilà, accompagné des beaux-frères, et puis notamment de mon fils aîné. Nous avons accompagné ma maman aux pompes funèbres. Mm. Et dans la chambre funéraire où elle était, on a eu des manifestations de l'emprise qui ont été extrêmement violentes. C'est-à-dire que euh, j'ai clairement senti, nous avons senti clairement sur une de mes sœurs que l'âme de la personne de qui nous étions en emprise était très présente et qu'elle aspirait l'âme de ma sœur. C'est-à-dire que petit à petit, on a senti que ma sœur quittait son corps physique. Oh. Et donc, si on ne sait pas ça, euh, ça passe à l'as. Et puis Mm. après, ça peut aller jusqu'à la mort, hein. Mm. C'est surtout qu'après, bah, les gens expriment, j'ai une partie de moi qui est partie aussi en même temps que telle personne qui est décédée. Parfois, les gens disent ça. Mm. Et là, on l'a vraiment senti pour ma sœur. Alors, je remercie le ciel parce que ils m'ont préparé les mois d'avance sans que je le sache, hein, avec Mm. des outils, avec des pratiques. Euh, et du coup, j'ai pu réagir très rapidement parce que j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Voilà. Et donc, il y a eu des choses extrêmement fortes à plusieurs reprises qui se sont passées, c'est-à-dire que j'avais, euh, j'avais, on était toutes les quatre, voilà, auprès de ma maman, et puis, Mm. euh, et puis on sent d'un coup que l'ambiance change dans la pièce, ça devient très lourd, on a des odeurs qui viennent. Mm. euh, une de mes sœurs qui est à la limite de tomber dans les pommes, de nouveau, elle quitte son corps. Elle, c'est celle qui était la plus fragile, hein, qui a été le plus affectée par le départ de ma maman. Et puis une autre sœur qui se met en fait à convulser, à tomber au sol, à convulser, à prononcer des mots de personnes voilà, euh, qui ont été en emprise sur nous, à prononcer les noms. Et la personne, vraiment ma sœur, enfin, se tordait dans tous les sens, comme si on lui arrachait les tripes, vraiment comme s'il y avait quelque chose qui sortait de la gorge, quoi. Voilà. Donc là, bah, il a fallu
il faut être là, j'avais les outils parce que il y avait, voilà, on m'avait un peu informé de ce qui se passait. Et donc là, bah voilà, on sort les outils, on travaille, et puis bah, on voit tout ce qui se passe, quoi. Mm. Voilà. Euh, c'était difficile parce que il faut vivre, à la fois il faut vivre le décès Mm. de sa mère, un décès qui est inattendu, Oui. et en même temps, eh bien, je sentais que il fallait aussi s'occuper de l'âme de mes sœurs, parce que là, il y avait quelque chose de plus grand que nous, de plus fort que nous, qui était en train de nous prendre. Mm. Et ça, potentiellement, ça peut arriver avec des âmes qui sont encore vivantes. Je veux dire, des Oui, âmes qui sont, enfin, c'est des oui, êtres, c'est des personnes, quoi, en oui, tout à réalité. fait. Mm. Ce sont des personnes en réalité, et ça peut être tout à fait, je dirais, inconscient. On parle parfois de Mm. personnes hein, qui peuvent faire des rituels ou de la magie noire à l'encontre de quelqu'un. Mm. Ah, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Cette personne, euh, elle a été en emprise sur nous enfin, lorsqu'on la côtoyait. Mm. Là, elle est toujours vivante. Nous ne la côtoyons plus, mais c'est comme si son énergie avait toujours été sur nous. Alors moi, j'avais déjà nettoyé beaucoup de choses. C'est ce qui m'a permis aussi de résister Mm. et puis de pouvoir reprendre le dessus. Mm. Mais par exemple, voilà, pour mes sœurs, eh ben, on a bien vu que l'énergie qui était déjà sur elles se déployait de nouveau. Mm. Ah ouais. Et ce qui est très très intéressant quand on prend du recul, parce que là, bah, évidemment, là, on est un peu dans le combat, hein, on essaie de survivre un petit peu comme on peut, avec tout ce qu'il y a à faire en plus lors d'un décès. Mm. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'aller rechercher, ok, aujourd'hui, on est quatre filles, on est ma maman, on est sous emprise d'une personne, on a été sous emprise d'une personne, pour le moment, on n'a plus de contact avec elle. C'est qu'est-ce qui fait que c'est encore là? Mm. Qu'est-ce qui se joue? Et qu'est-ce qui fait que c'est aussi fort? Mm. Et donc, ça m'a amené à aller comprendre les vies antérieures que nous avions eues avec cette personne. Mm. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, au fil du temps, j'ai vraiment les choses qui se sont dévoilées petit à Mm. petit. C'est pour ça que c'est une vraie évolution. Mm. Il est arrivé à un moment donné où on m'a montré qu'une part de moi, dans une vie antérieure, qui était encore active à l'intérieur de mon corps, une part de moi était en emprise sur cette même personne. Je ne sais pas si je suis très claire dans l'explication, Mm. oui, mais ça m'a beaucoup touchée de me dire que, ok, à une période de ma vie, j'ai été Mm. victime et on pourrait, enfin, j'ai été hein, dans la colère, voilà, on peut être dans ces émotions-là, mais c'est aussi d'aller voir, ok, est-ce que je reste une victime? Est-ce que je sors de là? Et quand on en sort, c'est aussi de se dire, mais qu'est-ce qui fait que je me Mm. suis laissée embarquer comme ça? C'est quoi Mm. ma part de responsabilité? Mm. Alors, je suis pas en train d'excuser ni les actes, ni les comportements, mais c'est juste de se dire, mince, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi moi? C'est quoi ma part là-dedans? Voilà. Mm. Et là, ça a été extrêmement intéressant parce que euh, cette vie antérieure, j'ai pas eu tous les détails, mais ce que je comprenais de cette vie antérieure que j'ai eue avec cette même personne qui aujourd'hui dans cette vie a été notre bourreau, eh bien, j'étais moi-même son bourreau. Et c'est comme si Mm. cette part de moi, je l'avais pas encore déconnectée. Mm. Quand vous Donc c'est dites on vous a montré, pardon, quand vous oui, dites on vous a montré comment? C'est-à-dire que vous faites des méditations et que vous avez des flashs. J'essaie de vraiment de ramener des questions assez concrètes pour que oui. n'importe quelle personne puisse.
peut-être comprendre, c'est des flashs, c'est des images en fermant les yeux, c'est des rêves. Comment est-ce que ça se matérialise? Comment est-ce que vous voyez? Comment est-ce que vous vous rendez compte? Oui, alors au niveau de mes sens, j'ai la clairvoyance qui est développée, donc c'est-à-dire par exemple que quand quelqu'un vient me voir en soins, Hmm. je vais fermer les yeux et là je peux avoir des défilés d'images qui Oh. peuvent être comme des films, qui peuvent être que des flashs. Voilà, donc après j'essaye toujours, et puis j'ai la claire audience aussi au niveau de l'oreille, donc j'ai des mots parfois qui arrivent. Et lorsque j'ai les images, je pose toujours la question, est-ce que l'image, c'est une image réelle parce qu'on me montre une scène et puis bah ok, la scène, elle décrit très bien les choses, ou est-ce que c'est une image où on est plutôt dans la symbolique et là, on va chercher ce qu'il y a à comprendre. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les images euh, pour argent comptant. Voilà, Hmm. je vais toujours rechercher. Voilà. Et puis à ça, donc s'ajoutent eh bien, des mots sur parfois des choses qui sont à pointer. Voilà. Et puis en plus de ça, lorsqu'il y a des choses qui sont à libérer, ça passe aussi par mon corps, où parfois je vais tousser très fort, ou c'est comme si je vais un peu vomir, ou mon corps peut se mettre à trembler pour évacuer certaines choses. Hmm. Soit ça passe par les personnes qui viennent me voir, soit ça passe par moi. Et ça dépend pas de moi, ça dépend de ce que la personne elle est capable de vivre. Voilà, parce qu'on est aussi dans le respect et on ne force jamais rien. Faut que les choses, l'idée c'est que les choses se fassent le plus possible en douceur, même si on parle d'exorcisme ou de nettoyage de grosses choses. Hmm. Et comment est-ce que les personnes se... Comment dire? Comment est-ce qu'on sait qu'on a besoin d'aller voir, de faire appel à vos services? Quels sont on va dire, les signes, les symptômes qui peuvent se manifester? C'est pour donner un peu plus de concret sur des personnes qui pourraient se dire, ah oui, ça pourrait m'aider. Euh, voilà, quels sont les signes, quels sont les symptômes que vous avez donnés par rapport à votre histoire? Je veux dire, dans le quotidien des personnes, est-ce que c'est un mal-être? Est-ce que c'est des situations qui se répètent et on se dit, mais c'est pas possible? Au jour d'aujourd'hui, on pose le mot d'exorcisme, Hmm. mais ce que j'aurais envie de dire, c'est à partir du moment où on sent qu'on n'est pas au clair avec soi, que la vie qu'on vit, c'est pas celle qu'on a envie de vivre. À partir du moment où on se pose des questions, où on tombe malade, où il y a des choses, comme vous dites, qui se répètent, Hmm. quand, quand on réfléchit et puis on dit ça, je le fais parce que il faut le faire, parce que c'est la société qui veut ça, on le fait parce que j'ai toujours appris ça dans ma famille. Et puis j'ai les Hmm. gens qui viennent et puis qui me disent aujourd'hui, je sais pas, ça va pas. C'est pas ça. J'ai plus envie de ça. Je sais pas ce que je veux, mais j'ai plus envie de ça. Hmm. Ou les gens me disent j'aimerais quitter mon travail, mais je peux pas le quitter et je sais pas pourquoi. J'arrive pas. Euh, les gens viennent et ils disent je me sens bloquée. Voilà. C'est Hmm. vraiment j'allais dire, du basique, du quotidien, en fait. Hmm. Voilà, ou quelqu'un qui a mal au dos, quelqu'un qui dort pas la nuit. Voilà. Alors après, il peut y avoir, ça peut aller après vers des choses beaucoup plus concrètes, de type, je me couche la nuit, j'ai l'impression qu'on me tire sur les jambes. Je me couche la nuit, j'ai l'impression qu'il y a une personne sur moi. Il y a les gens parfois ressentent vraiment ces choses très, très fortement. Hmm. Ou alors, des gens qui tombent dans les pommes. on- Chez les gens qui tombent dans les pommes, parfois souvent, eh bien en fait, il y a l'âme, elle sort un peu du corps physique. Donc il peut y avoir une raison très précise à ça, mais si c'est des choses qui sont récurrentes, il y a Hmm. des pathologies aussi qui sont comme ça, par exemple tout ce qui est, par exemple, crise d'épilepsie, Hmm. tout ce qui est, voilà, tout ce qui vient un peu nous déconnecter de qui on est, les dépressions aussi, Hmm. eh bien, il faut faire attention parce que c'est comme si il peut, je, je, je le mets au conditionnel, c'est bien d'aller rechercher, voir s'il n'y a pas une énergie qui est là à l'intérieur de nous et qui souhaite en fait se manifester au travers de nous.
et ça peut être parfois très subtil. Il y Mm. a des gens, des fois, sur la table de soins, qui se mettent en fait à parler avec une autre voix ou qui me disent oh là là, j'aurais envie de vous insulter. Voilà. Donc on sent que là, il y a une autre énergie qui est là. Mm. Alors il n'y a pas besoin d'arriver à là pour venir me voir, hein. Les gens qui viennent, ça peut être vraiment des questions très basiques. Mm. Et le soin peut être très calme, mais il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Les gens sentent qu'il y a quelque chose qui sort de leur estomac ou qui sort de la gorge. Et puis j'ai des gens qui eux-mêmes me disent à la fin, mais là, ce que vous avez fait, c'est comme un exorcisme. Voilà, on n'est pas. Euh, ça peut être doux et calme. L'idée, c'est Mm. vraiment euh, de revenir à soi et d'être soi pour qu'on puisse être autonome dans ses choix de vie et pas vivre euh, parce que la société veut ça, ou parce que papa, maman m'ont éduqué comme ça, ou parce que bah, les choses, ça se fait pas. Souvent, on entend ça. Non, je peux pas, ça se fait pas. Mm. Voilà, donc c'est vraiment Finalement, de... on reprend la souveraineté, on reprend le Oui, pouvoir sur sa tout à fait. propre vie, sur, en tout cas, se débarrasser de ce qui pourrait entraver sa propre Oui, souveraineté. tout Mm. à fait. Vous parliez des différents outils que vous utilisez. Oui, Ça vous a été inspiré tout au long insufflé, si je puis dire, tout au long de votre parcours. Est-ce que c'est des outils qui sont universels, qui sont adaptés à toute personne, peu importe sa confession, sa spiritualité, sa croyance? oui, tout à fait. Il y a des tissus. Vous nous avez montré aussi Oui. un Alors, outil qui permet de couper les liens. Est-ce qu'il y a d'autres outils? oui, j'ai cet outil-là aussi. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Ça, c'est un, Oui, on le voit. oui, Mm. ça, c'est un outil. Ça, c'est ce que j'appelle, c'est mon bâton d'exorciste. Mais ça, c'est vraiment le bâton qui vient travailler sur des choses beaucoup plus en profondeur, des Mm. choses cachées. On voit que l'ombre s'immisce partout et utilise beaucoup de subterfuges pour se cacher. Euh, donc voilà, j'ai les tissus sur les tissus, je travaille beaucoup avec les lettres hébraïques, voilà, avec l'énergie des lettres hébraïques. J'ai donc l'atamé que je vous ai montré, j'ai le bâton, j'ai un autre bâton. Ça, c'est un bâton que j'enseigne. Chaque personne vient construire son propre bâton sur ma formation qui est devenir son alchimiste de lumière. Les personnes, je les accompagne à reprendre leur pouvoir et donc ils viennent Mm. construire leur propre bâton pour qu'ils découvrent leur propre chemin petit à petit. Mm. Et, euh, et puis, on m'a aussi guidée, où j'ai canalisé des confections d'eau, d'huile et d'onguents aussi sacrés avec lesquels je travaille. Mm. Euh, et je travaille avec des êtres de lumière, mais c'est surtout sous la forme archétypale. Par exemple, si je travaille avec Jésus, l'énergie christique, ou avec la Vierge Marie, on n'est pas sous le couvert de la religion. Mm. Pour moi, même si aussi j'utilise des prières d'exorcisme ou des prières qui sont issues de la religion catholique, parce Mm. que c'est ce que je connais et puis que c'est dans la culture française et puis dans laquelle j'ai été éduquée. Bien sûr. Je me suis très vite détachée de ça parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'au niveau de la religion, il y a une prise de pouvoir, il y a eu des choses cachées et la religion des hommes n'a pas sa place dans le sacré, n'a pas la place dans reprendre sa souveraineté justement et redevenir qui l'on est. Voilà. Mm. On voit les choses d'une manière beaucoup plus globale. C'est la vie qui est là, c'est la vie qui est sur Terre, c'est des énergies qui sont plus grandes que nous et qui sont très belles. Et j'ai envie de dire, peu importe qui l'on prie, c'est plutôt ce qu'on fait avec le cœur et avec la lumière qu'on a dans le cœur. Voilà. Euh, Notamment, il m'arrive de faire la prière d'une autre Père, mais quand on voit la prière d'une autre Père telle qu'elle est aujourd'hui dans les églises, et qu'on va chercher à l'origine la prière d'une autre Père en araméen, la signification est tout autre. On est à un écart, on est à 100 000 lieues de l'une et de l'autre. Voilà. Donc il m'arrive de faire les prières en araméen et
bien souvent, en tout cas les prières d'exorcisme, de les faire en latin, parce que l'impact au niveau des mots Mm. et des résonances est, est beaucoup plus forte. Mais ce qui est important, c'est de se dire que derrière les mots, ça ouvre des portes sur La guérison, l'origine du monde. Voilà. l'origine du monde. Mm. Et voilà. Et là, ça c'est cette force divine qui est au-dessus de tout. C'est intéressant parce que vous dites le latin, les lettres hébraïques, qui sont des lettres très, très, très anciennes, héritage de l'humanité, hein, j'ai envie de dire. Oui, Est-ce que c'est pas, voilà, est-ce que ça justifie aussi cette énergie peut-être libératrice, guérisseuse, si on peut employer ce terme? j'ai l'impression que on a tout sous la main. Hmm. Vraiment, j'ai l'impression qu'on a de multiples outils et qu'au fil du temps, pour je ne sais quelle raison, euh, l'homme est venu accommoder les choses, est venu les transformer, est venu verrouiller certaines portes de la connaissance euh, et de passer en fait par ces origines sacrées. Et bien en fait, c'est comme si on se reconnecte à qui on est nous aussi dans notre propre origine, à notre propre origine. Si je remonte par exemple toutes mes vies antérieures, eh bien à l'origine de l'origine, je ne suis que lumière. Et Hmm. c'est comme ça pour chaque être humain. Alors, c'est pour ça que je me dis, peu importe qu'on prie euh, Hmm. n'importe quel Dieu, de n'importe quelle religion, ou même quelqu'un qui n'est pas dans la religion, n'importe quelle prière on fait, même si les mots parfois ne nous plaisent pas. J'ai dû beaucoup travailler sur certaines paroles qu'on pouvait trouver dans des psaumes ou dans des prières, parce qu'au début, ça passait pas pour moi. Hmm. Mais maintenant, je me dis, je m'attache pas à ces mots, mais c'est comme si pour moi, ça ouvre des portes qui m'amènent toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Et j'accepte de me dire, je sais pas vraiment c'était quoi à l'origine. Mais je me dis que plus on se rapproche de l'origine, plus on se rapproche vers quelque chose de pur et de simple. Hmm. Wow. Donc oui, c'est ouvert à tout le monde. Hmm. Et, euh, et lorsque je fais des soins, euh, je peux très bien, par exemple, faire des prières à voix basse, comme des prières à voix haute. Voilà. Et puis, il m'arrive de ne pas faire de prière du tout. Hmm. Voilà. Euh, on peut simplement aussi se connecter à l'énergie de telle prière ou à l'énergie de tel archétype d'être de lumière. Hmm. Voilà. Et quel est le regard que vous portez aujourd'hui par rapport à votre parcours? Vous avez commencé en soins palliatifs, ensuite en gériatrie, ensuite en soins palliatifs. Vous avez évolué vers du soin, de l'accompagnement en indépendante. Aujourd'hui, vous allez toucher vraiment ce qu'il y a de plus difficile pour refaire jaillir la lumière en chacun. Comment est-ce que vous voyez voilà, en arrière, en rétrospective, tout ça? Je suis, euh, je suis très reconnaissante. Je pèse un peu mes mots. Je suis très reconnaissante lorsque je me retourne Hmm. de, de tous les événements qui me sont arrivés et de toutes les expériences que j'ai vécues. Hmm. Euh, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai vécu de beau, Hmm. euh, mais j'arrive, en tout cas, je suis en chemin encore sur certaines choses. Je mets beaucoup de compassion sur les expériences douloureuses que j'ai eues Hmm. et sur tous les acteurs qui ont concouru à ça. Parce que j'ai cette vision
euh, que ce parcours que j'ai, c'est un travail sur mon âme avant tout, sur la compréhension de moi-même, mais que ça contribue quelque part à l'évolution et à la compréhension des autres âmes et donc de l'humanité. Hmm. On Euh, entend beaucoup alors, parler, il y a beaucoup de gens qui disent il y a telle ou telle personne, ça c'est une bonne personne, ça c'est une personne toxique. Finalement, quand on a ce regard-là, quand on a cette lecture, où on se rend compte qu'on est peut-être là tous à s'apporter mutuellement, est-ce que finalement il y a des bonnes, des mauvaises personnes? Est-ce qu'il y a des personnes toxiques? Est-ce qu'il y a des personnes non toxiques? pour moi, ce sont des étiquettes Hmm. qu'on met. Hmm. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, l'image que j'ai, c'est oui, je suis une thérapeute de lumière, euh, mais à l'intérieur de moi, je me suis rendu compte que j'avais été aussi bourreau. Hmm. Là, j'ai un peu le beau rôle parce que, aux yeux de la société, je suis quelqu'un qui est dans le soin. Hmm. Voilà. Hmm. Maintenant, quelqu'un qu'on va qualifier de toxique, Hmm. eh bien, on va nourrir cette étiquette euh, de, bah, c'est un manipulateur, c'est je sais pas quoi, peu importe. Hmm. La société va nourrir cette étiquette-là et, et du coup, quand j'ai, par exemple, quelqu'un qui est comme ça en face de moi ou que je peux rencontrer ou parce que j'en entends parler, Hmm. euh, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Hmm. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il en est arrivé là? Et si à chaque fois, on va aller chercher ce qu'il y a derrière, on va retrouver quoi? On va retrouver, ne serait-ce que de penser à la personne quand elle était un petit enfant, quand elle est sortie du ventre de sa maman. Hmm. Et du coup, ça vient apaiser quelque chose chez moi. Euh, Hmm. et du coup, ça me donne vraiment envie de dire que le monde est fait de tout ça, le monde est fait de toutes ces énergies, euh, mais qu'on a tous, plus ou moins, toutes ces facettes en soi. Hmm. Et c'est bien petit à petit d'aller les explorer Hmm. avec, euh, avec une prise de recul et puis avec Hmm. euh, comment, quelque chose de l'ordre du constat. Voilà. Hmm. Parce que c'est parfois dur de se dire ah, mais j'ai fait ça, j'ai été ci, j'ai été ça. Et du coup, on se rajoute en fait des couches et des couches de. Là, quand on vient se Culpabilité. flageller soi-même, voilà. Donc, c'est OK, c'est comme ça. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ça? Hmm. Donc, observer ses parts d'ombre comme on observerait aujourd'hui, on parle beaucoup, observer ses émotions, se Oui, distancier avec ses émotions. C'est oui, presque le même process, mais oui, pour ses parts d'ombre, ses parts sombres, en ayant, et donc, comme on le fait pour soi, on le fait pour l'autre. oui. Forcément l'excuser, mais c'est le voir tel qu'il est, pour ce qu'il est, et avec compréhension, avec constat. Et différencier les actes de la personne et de ce qu'elle est au fond d'elle, de cette étincelle de lumière qu'elle est au fond. Hmm. Ce sera le mot de la phrase Oui, de la fin. Merci infiniment, Stéphanie. dire merci. Merci C'était Laïla. c'était un bel échange. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère que d'autres personnes vont pouvoir aussi voilà, s'imprégner de cet échange, comprendre et être ouverts en tout cas à toutes ces explications. Merci infiniment pour votre confiance. Merci de m'avoir fait découvrir votre parcours. Merci à vous Laïla. Merci beaucoup.